Très savoir avec vous pour ce 23e épisode. Je suis galvanisé. Je viens de terminer le montage de l'entrevue que vous allez entendre dans quelques instants avec deux brillants professeurs et essayistes, Jonathan Durand-Folco, qu'on a déjà entendu ici d'ailleurs dans un débat, et Jonathan Martineau. Les deux ont signé ensemble un pavé, une brique sur le capital algorithme. Et c'est passionnant. Et Philippe de Grosbois sera avec nous aussi pendant l'entrevue et il nous offrira une chronique également sur sa lecture du traitement médiatique de l'intelligence artificielle en se servant d'une émission qui a été diffusée à Radio-Canada, un spécial de 2 heures que vous avez peut-être vu. Et il décortique un peu le rapport que les grands médias ont avec l'intelligence artificielle, entre autres. Mais avant, originalement, je devais vous parler un peu du budget qui m'a vraiment... je le décortiquerai pas parce que tout le monde le fait, puis je ferai pas mieux que les journaux et les émissions qui ont des économistes, tout ça. C'est drôle parce que quand le budget était déposé, puis qu'on a vu qu'il allait avoir un déficit de 11 milliards, c'est-à-dire 8 milliards de plus que prévu il y a 8 mois, à la mise à jour économique d'Éric Girard, je me suis dit, tu sais, ça vient d'un gouvernement là, avec François Legault, qui est millionnaire, qui est un homme d'affaires accompli, une équipe économique incroyable, Pierre Fitzgibbon, Éric Girard, j'allais dire Éric Kerr, mais non. Et là, je me dis, OK, ils ont dépassé les prévisions, puis on s'entend que l'économie, c'est une science molle. C'est peut-être la plus molle des sciences humaines, pour ceux qui aiment bien parler des sciences humaines comme une science molle. Et je me disais, si c'était un gouvernement de gauche, imaginez le raffut médiatique s'ils avaient dépassé leurs prévisions de déficit comme ça de 8 milliards. Mais non, on accepte que des supposément kingpins de l'économie se trompent et on va leur donner une autre chance. Ou en tout cas, on va donner une chance à cette même gang qui passe par les mêmes écoles et qui utilise les mêmes paradigmes économiques. Et visiblement, ça ne fonctionne pas. Décevant, en pleine crise du logement, qu'il n'y a absolument rien dans le budget pour contrer ça. En fait, il n'y a aucune urgence. Moi, je ne sais pas si ça vous frappe comme ça me frappe. Je ne sens aucune urgence au Québec présentement par rapport à une crise du logement qui ne va que dégénérer dans les prochaines années. Puis c'est pas vrai que magiquement, si on cessait d'accueillir des immigrants, que ça va se régler, ne serait-ce qu'avec le nombre de Airbnb qui se trouvent dans toutes les villes. On n'est même pas capable d'évaluer, puis c'est sûr que ça se compte par dizaines de milliers d'unités qui sont sorties du marché. Mais on a une ministre de l'immobilier, France-Hélène Duranceau, qui la seule chose qu'elle a fait pour réagir à la crise du logement, c'est de donner plus de pouvoir aux propriétaires. Alors, le budget en témoigne, hausse de 10% aussi des sommes allouées aux infrastructures routières et à peu près rien pour le transport collectif. Très, très, très décevant. Mais là, arrive une autre polémique, évidemment, puis je vous en parle parce que j'ai été sollicité par l'organisation Nous ne serons pas sages. Normalement, je vous en aurais parlé en fin d'épisode, mais là, je vous en parle tout de suite parce que aujourd'hui, est arrivée cette polémique. Puis là, je vais faire... en fait, je ne ferai pas tout le décortiquage de la chose, là, mais vous en avez entendu parler, c'est certain. Là, c'est deux affaires d'agression sexuelle commises en Colombie-Britannique. C'est allé en cours. Et là, ça a rebondi en Cour suprême. Il y a eu un jugement. Ça a été publié, je crois, dans le National Post et dans le jugement de la Cour suprême. On se demandait, en fait, si la victime était crédible. Et le juge, ou la juge, je pense que c'est une femme, dit, en fait, que une personne qui possède un vagin doit être capable d'être en mesure de sentir oui ou non s'il est agressé. Et c'est parti d'une manchette du National Post. Et là, Richard Martineau, toujours le même, en a fait une chronique pour dire que ça y est, on ne peut plus dire le mot femme à la Cour suprême du Canada. Donc, ça confirme qu'il y a un lobby trans, tout ça. Le jugement en tant que tel, qui a été rendu par la Cour suprême, utilise une fois l'appellation personne ayant un vagin. Et 67 fois le mot femme. Jean-François Lisée en a ajouté aussi pour dire, regardez, c'est une autre... sur Twitter, entre autres, c'est une autre raison pour faire l'indépendance. Les femmes sont invisibilisées au Canada au profit des trans. Et là, c'est que c'est complètement surréaliste. La ministre de la Condition féminine, Martine Biron, une ancienne journaliste qui devrait avoir un certain jugement, a déposé une motion pour rappeler qu'au Québec, l'Assemblée nationale réaffirme sa préférence d'utiliser le mot « femme » pour ne pas les invisibiliser. C'est complètement surréaliste. Et mon Dieu, que je trouve ça triste, en fait, que le Québec... ce qui est en train de devenir le Québec... Puis je dis ça parce que c'est le camp nationaliste, beaucoup, qui capotent avec
cette question trans, hey, moi, dans mon entourage, là, j'ai une personne dans mon entourage qui a vécu ça dans sa famille. Une personne. On n'est pas dans une lame de fond, là, les amis. Tu sais, il y a une crise du logement. Il y a aussi une crise du logement dans le nationalisme québécois parce qu'on dirait que de plus en plus, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a de moins en moins de place pour tous ceux qui sortent d'un profil particulier que met de l'avant le nationalisme identitaire. Puis moi, pour vrai, ça me décourage. Je trouve ça vraiment triste. Puis, tu sais, on parle d'une crise des médias. Moi, quand je vois des gens comme Richard Martineau, je pense que je vais arrêter de l'appeler chroniqueur. C'est plus une raclure de chroniqueur quand il fait des choses comme ça. Tu sais, Jean-François Lisée, il n'est pas juste chroniqueur au devoir, là, il est à RDI, il est à la radio de Radio-Can. Évidemment, ils vont jamais revenir sur ces trucs-là quand ils commandent des choses. C'est comme ces gens-là ont vraiment une free pass pour délirer complètement. Puis après ça, on se demande pourquoi les gens ont moins confiance aux médias. Je pense oui, il y a les réseaux sociaux peut-être, mais en partie, il y a ça aussi. Il y a cette énergie qui est mise à écœurer le monde, qui sont un peu différents. Puis moi, c'est pour ça que je vous parle, entre autres, que j'ai signé la pétition pour dissoudre le comité des sages. Au début, je vous parlais du collectif Notre Son Passage. C'est une constellation d'organisations qui militent pour le droit des trans et le droit des personnes non-binaires, entre autres, et qui demandent la dissolution du comité des sages mis sur pied par la CAQ, qui ne contient aucune personne de la communauté trans, et qui va statuer sur l'avenir des dispositions que ces gens-là pourront prendre pour simplement exister comme ils entendent l'être. Moi, j'avoue que c'est ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que toutes ces histoires-là personnelles réussissent à exister dans le grand nous. Puis c'est ça qui me rend triste du mouvement nationaliste qui, de plus en plus, fait pas de place à tout le monde au Québec. Puis il y a des gens qui travaillent fort là-dessus, puis ces gens-là font partie des entreprises médiatiques qui elles-mêmes nous rappellent qu'il faut vraiment faire attention aux médias parce que c'est le 4e pilier de la démocratie. Mais quand je vois que ces gens-là sont à l'emploi de ces médias-là et qui sont grassement payés pour faire ça, tu sais, quand Hélène Buzetti, parce que sur Twitter, c'est ce qui est arrivé, Hélène Buzetti a rappelé à l'ordre Jean-François Lisée sur la question trans. Quand vous avez quelqu'un comme Hélène Buzetti qui vous ramène à l'ordre sur la question trans, là, c'est parce que vous êtes vraiment dans le délire psychotronique, Jean-François. Alors, puis déjà qu'on n'en avait pas fini avec son histoire de haine des Keb par les immigrants. Puis là, il y a le Ramadan qui s'en vient. Je ne sais pas si on va avoir un suivi, d'ailleurs, parlant de chronique, si on va avoir un suivi, la chronique de Patrick Lagacé de l'an dernier sur « Il se passe quelque chose dans les écoles » pour les locaux de prière. On n'a jamais entendu parler. Ça fait 1 an. C'était le dernier Ramadan. Alors, voilà, il y a une crise du logement au Québec, il y a une crise des médias et il y a une crise du jugement. Je m'arrête ici. Je vais vous communiquer les liens pour, si vous voulez signer cette pétition pour la dissolution du groupe des sages. Si vous avez envie, en fait, seulement d'appuyer des gens qui ont envie d'être différents de ce qui se passe présentement dans notre grand nous collectif, juste ça, c'est suffisant. Je vais envoyer ça dans l'infolettre de la balado, mais là, pour l'instant, je vais me recalmer et nous allons aller écouter cette passionnante entrevue sur un autre facteur inquiétant, ce monde numérique qui nous entoure avec Jonathan Martineau, Jonathan Durand-Folco, Philippe de Grosbois. Bon épisode, tout le monde. Tout le monde au Québec. Vraiment tout le monde. Beaucoup de gens autour de la table. Philippe de Grosbois, bonjour. Bonjour. Jonathan Durand-Folco, bonjour. Bonjour. Deuxième fois que vous êtes ici. Première fois dans les luxueux studios. Exactement, c'est ça, oui, exactement. Sinon, c'est dans un contexte de débat. Jonathan Martineau, bonjour. Salut. Vous avez les deux signé cette brique, Le Capital algorithmique, paru chez Éco-Société. Ça m'a pris du temps à vous inviter parce qu'il fallait que je lise les 19 thèses. Le déclic de ce livre-là? Le déclic, ça a été qu'on lisait les mêmes auteurs en même temps, en fait. Puis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut dire, Jonathan Durand-Folco, vous êtes professeur agrégé à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul. Oui, exact. C'est à Ottawa. C'est C'est ça, une hein? toute petite université de 1500 étudiants. Voilà. Et Jonathan Martineau, vous êtes professeur adjoint au Liberal Arts College de l'Université Concordia. Est-ce que c'est votre domaine d'études? C'est domaine d'études. En fait, les techs, moi, je m'intéressais beaucoup à l'histoire des technologies. J'avais écrit sur les horloges avant, les mondes, des vieilles technologies.
Et puis là, en étudiant les technologies contemporaines, on s'est rendu compte, moi et mon collègue, qu'on lisait les mêmes choses, en fait. Donc, on a décidé d'écrire une petite plaquette, un petit projet de recherche, et puis 3 ans et demi plus tard, on avait la brique, comme tu l'as appelé, affectueusement. Qui a une bonne résonance quand même, et médiatique, et dans les milieux universitaires? Entre autres, oui, puis de plus en plus du côté de la France, de l'Europe, entre autres, la Suisse. Donc, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, évidemment. C'est un peu le défi parce que tout le monde parle d'IA, d'intelligence artificielle. Et il y aura une traduction? Il y aura une traduction. On n'a pas encore mis l'encre sur le contrat, mais ça s'en vient. Mais ça s'en vient, mais c'est fou ça, en anglais? En anglais, ouais, pour une discussion peut-être plus large, peut-être un autre cycle de discussion autour de ces enjeux-là. Mais c'est tellement d'actualité, je pense que les contributions critiques, surtout, sont bienvenues. Ouais. 19 thèses, c'est une bonne brique qui m'a passionné à plusieurs niveaux. Premièrement, pour la réflexion. En fait, la démarche, l'idée derrière ce livre-là, c'est de construire une théorie critique sur cette 4e révolution industrielle. En fait, je pense qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle ces temps-ci, depuis l'arrivée de ChatGPT notamment, mais ça existait bien avant aussi, depuis les années 1950 au moins. Puis, en fait, il y a beaucoup d'études qui se sont faites sur les impacts que ça peut avoir au niveau de la démocratie, de l'éducation, la santé, sur des champs particuliers. Puis nous, on voulait prendre un pas de recul puis se dire comment ça prend forme comme une forme de reconfiguration de la société dans son ensemble. Ouais. Puis pour nous, la théorie critique, c'est à la fois examiner quelles sont les relations de pouvoir, les intérêts qui se cachent derrière, en fait, ces différents développements technologiques, à qui ça sert, qui vont bénéficier davantage, qui sont touchés par ces développements technologiques, en bien ou en mal, puis aller voir par la suite, en fait, qu'une théorie critique, c'est souvent prendre un pas de recul pour voir la société de façon multidimensionnelle, dans toutes ses couches. Puis pour nous, c'est quelque chose qui manquait un peu dans la littérature. Il y a plein de contributions qui se sont faites. Nous, on voulait faire en quelque sorte un fil conducteur, une forme de fil d'Ariane avec plein d'auteurs, d'autrices qu'on a pris ensemble pour avoir une vision d'ensemble sur ce qui se passe. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait faire dans ce cadre-là. Bon, vous parlez de différentes pensées qui vous ont inspiré. Vous citez abondamment plusieurs, mais dont Nancy Fraser, Shoshana Zuboff, Kate Crawford. Exactement. Parlez-nous un peu de ces 3 autrices, parce que est-ce qu'on peut parler de féminisme marxiste ou néo-marxiste? Oui, dans le cas de Nancy Fraser, certainement. Dans le cas de Shoshana Zuboff et Kate Crawford, on peut parler d'approche d'économie politique hétérodoxe, par exemple, ou critique. C'est des autrices qui nous ont beaucoup inspirés. Ça veut dire quoi, c'est hétérodoxe? Hétérodoxe, ça veut dire qui sortent un peu du mainstream, qui sortent un peu des approches dominantes, si on veut, donc qui sont assez critiques aussi. C'est le cas de Kate Crawford et Shoshana Zuboff, jusqu'à un certain point. Ce ne sont pas des critiques marxistes, par exemple, ou féministes radicales, mais ce sont des approches hétérodoxes quand même. Et puis, les 3 autrices que tu mentionnes nous ont beaucoup influencés. En fait, ont chacune, selon nous, apporté une première marche à l'escalier ou une première marche à l'échelle qu'on voulait gravir, et on s'est appuyé sur leurs travaux, mais chacune avait également des angles morts. Par exemple, Fraser nous donnait un concept de capitalisme comme ordre social institutionnalisé, avec une relation à la reproduction sociale, la politique et l'État, la nature. Ça nous permettait d'aller voir dans tous les secteurs, les sphères de la société, avec ce concept-là, qu'est-ce qui se passait du côté des technologies de l'IA. Du côté de Zuboff, on avait une analyse vraiment très fine de l'économie politique, de l'extraction des données, de la valorisation, qui pour nous est un peu un game changer, comme on dit en latin, pour modifier, si on veut, les mécanismes d'exploitation, d'extraction du capitalisme. Donc, c'est important pour nous. Et Kate Crawford qui nous faisait voir l'IA non seulement comme une technologie, non seulement comme un phénomène économique purement, mais comme une relation à la nature également, sous la forme d'une industrie extractive qu'elle appelle. Donc, en mettant tout ça ensemble, Fraser parle pas de technologie, nous, on voulait parler de technologie. Zuboff parle pas de travail, pour nous, le travail est central. Crawford n'a pas de théorie intégrée, nous, on voulait faire une théorie. Donc, en mettant tout ça ensemble, en ajoutant notre grain de sel de synthèse, si on veut, on arrivait à monter un cadre théorique qui était, comme on dit en langage universitaire, heuristiquement bénéfique. Ça nous permettait de comprendre des choses. Donc, au fil de l'enquête, on a rabouté, comme on dit en bon québécois, différents bouts, et on a voulu faire une synthèse également de ce qui avait été fait. Donc, c'est un livre qui offre une contribution originale, on le pense, mais qui est aussi une synthèse de beaucoup de travaux qui ont été faits sur le sujet auparavant. Vous avez parlé tantôt, Jonathan Martineau, dans ce que vous venez de dire, du côté extractiviste des données. Moi, c'est ce qui m'a frappé, en fait. C'est une intuition que je pense beaucoup de gens avaient, mais là, vous le conceptualisez. Je pense que les gens savent d'une certaine façon que quand on va sur Internet, on laisse des traces, que les différentes plateformes
créer des profils à propos de nous. On sait que on a de la publicité ciblée sur Facebook, Instagram, Meta et autres réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un peu de langage courant. Oui. Mais souvent, on se contente de ça. On dit, on n'a pas de vie privée quand on va en ligne. Bon, c'est un phénomène accepté. C'est pas plus grave que ça. On va juste recevoir des pubs ciblées. C'est ça. Mais c'est toute une industrie derrière. Puis le fait que cette logique-là, dans le fond, c'est un impératif économique. Que si les entreprises font pas ça, mais ils vont être dépassés par leur rival, par leurs concurrents. Puis après ça, à quoi servent ces différentes données? Ça sert d'une part à créer de la publicité ciblée, créer des profits et tout, mais ça sert aussi à entraîner différents algorithmes, des systèmes d'intelligence artificielle, de décision automatisée, des systèmes de recommandation qui vont rétroagir en quelque sorte sur nos comportements. Des fois, ça peut être juste, on va dire, on va vous faire une suggestion de ce que vous pourriez acheter, mais parfois, si des compagnies d'assurance ont accès à des profils qu'on a en ligne, puis on dit, mais à cause de votre comportement, on ne va pas vous accorder un prêt ou ça va coûter un petit peu plus cher. Tous ces systèmes de surveillance qui se mettent en place, c'est plus juste non plus quand on va sur notre téléphone intelligent, c'est aussi de plus en plus dans la ville. On met des capteurs, des objets connectés dans nos maisons aussi. Donc, c'est un système, en fait, qui a besoin toujours plus de croître. Et vous le dites aussi au début du livre, on assiste aussi à une déification de l'intelligence artificielle. Entre autres, j'ai un symptôme, c'est peut-être pas un symptôme, mais oui, en fait, du capitalisme algorithmique qui est beaucoup plus large. Mais est-ce que ça nous donne pas plus de difficulté de bien analyser le phénomène, justement, ce rapport médiatique? Philippe de Grosbois, tantôt, on va en parler dans votre chronique par rapport à l'IA plus précisément. Vous donnez l'exemple de Blake Lemoine, ingénieur chez Google, qui dit que les robots conversationnels sont conscients, qu'avec la technologie, on va pouvoir bientôt, je me rappelle plus quel PDG des GAFAM disait, on peut penser régler tous les problèmes éventuellement. Il y a une idéologie assez forte au sein de la Silicon Valley, mais qui percole aussi dans la société en général. Il y a des auteurs qui ont utilisé le terme de solutionniste technologique, en fait, pour parler de ce type de rapport à la technique, à la technologie. Qui n'est pas nouveau, cela dit. Qui n'est pas nouveau du tout, mais qui prend de l'ampleur quand même assez importante, inégalée, même aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, qui est, au fond, qu'on se met à gratter, qui n'est pas vraiment intelligente, qui n'est pas vraiment artificielle, mais il y a une espèce de fétiche, si on veut, qui s'installe, où nous, surtout comme utilisateurs, utilisatrices, on a un rapport avec l'interface, on a un rapport avec l'algorithme qui masque un peu le travail humain derrière, qui masque un peu les limites aussi, les biais de ces technologies-là, et on attribue certains pouvoirs magiques, si on veut, à des applications, et on se met à penser que une application technologique ou d'IA peut solutionner des problèmes sociaux complexes. Par exemple, on va mettre des caméras dans le métro et ça va prévenir le suicide dans le métro, par exemple, avec des détecteurs de mouvement et tout ça. Bon, le suicide, c'est un problème beaucoup plus complexe qu'on ne peut pas avoir une app pour régler ça, on s'entend. Donc, cette espèce d'idéologie ou d'idée que la technique peut tout solutionner, évidemment, ça sert à diriger une grande partie des ressources sociales vers l'innovation technologique. Donc, ça sert des intérêts, mais ça nourrit aussi une espèce de fétichisme, on pourrait dire, pour utiliser un vieux concept de la philosophie allemande, un fétichisme des technologies, un fétichisme des algorithmes à ce niveau aussi. En fond, nous, ce qu'on dit, c'est que l'intelligence artificielle, quand on analyse comment elle se déploie actuellement, on ne peut pas faire abstraction de la logique économique capitaliste, puis des entreprises qui la développent principalement. Puis même, en fait, on dit à certains endroits, il y a même certains modèles d'affaires. Parfois, on va dire, on va créer une entreprise à but non lucratif. OpenAI, initialement, a été créé pour ça. On va faire une IA pour le bienfait de l'humanité. Mais quand on est rendu à un certain niveau de croissance, qu'on a besoin d'avoir davantage de puissance, le cloud, avoir des éléments comme ça pour déployer cette technologie, qui a les infrastructures? C'est les gens du numérique. Et là, OpenAI développe le partenariat avec Microsoft de 10 milliards. On voit que l'impératif de rentabilité, en quelque sorte, prend le dessus sur la sécurité et les différents enjeux éthiques aussi. Et là, Microsoft, quand ils ont fait ça, ChatGPT est arrivé. Eux avaient une équipe interne de éthiciens, de gens qui se posent des questions sur comment bien déployer le truc. Ils ont été pour la plupart licenciés parce que c'était vu comme un frein, parce que là, on rentre dans une course où on doit produire des technologies toujours plus puissantes pour dépasser le concurrent, que ce soit Amazon, Facebook ou sinon les États-Unis par rapport à la Chine. Donc, il y a une course folle à l'IA. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système concurrentiel de performance. On veut toujours déployer des systèmes toujours plus puissants, mais à quoi ça sert en bout de ligne? Donc, c'est des genres d'interrogations qu'on pose. Je trouve aussi, comme on parlait tantôt des données, de l'extraction des données, de savoir à quoi ça sert, c'est aussi savoir quelles données
on va extraire, puis lesquelles sont intéressantes. On a des données, c'est ça, sur nos déplacements, avec qui on est, sur à peu près tout, mais on n'a pas un registre sur les loyers, par exemple. C'est quelque chose qui devrait être comme relativement simple à faire, mais pourtant, on a des traces extrêmement fines de toutes nos activités du quotidien, mais on n'est pas capable d'avoir un registre pour savoir c'est quoi les hausses de loyer au Québec. Fait que même les données qu'on choisit de récolter ou pas, c'est subordonné à l'ordre économique dans lequel ça se place, puis au gain démocratique qu'on est capable de faire ou pas. En fait, toute expérience humaine est devenue une matière à extraire pour le capitalisme algorithmique. Potentiellement, du moins, oui. Et ça va avec justement la croissance des appareils connectés, des applications, je pense que le téléphone portable aussi a un grand rôle à jouer, mais aussi les objets connectés au quotidien qu'on a dans nos maisons, dans la sphère que je refuse d'avoir. Domestique. Mais moi aussi, je pense pour des bonnes raisons. Je pense que Shoshana Zuboff, d'ailleurs, décrit ces objets connectés-là comme des chevals de Troie qu'on laisse entrer dans nos maisons, dans nos relations intimes, et qui peuvent aller chercher des données à un niveau très, très précis. Là, par exemple, des données biométriques qui font des listes des assureurs de ce monde. Donc, c'est quand même nouveau dans l'histoire du capitalisme. Je pense que là, c'est plus le fruit du travail, là, c'est le fruit. Toute expérience humaine est un potentiel d'accumulation de beaucoup de profits, puis c'est pas nous qui en profitons. Tout au long de l'histoire du capitalisme, il y a toujours une imbrication entre des mécanismes d'exploitation du travail salarié et d'extraction ou dépossession. Oui. Et puis, ce qu'on voit à notre époque, c'est que les mécanismes d'extraction des données viennent se joindre. Ça c'est une nouveauté. C'est pas une nouveauté qu'il y a de l'extraction. La privatisation des ressources, c'est de l'extraction, par exemple, c'est de la dépossession, si on veut. Mais là, c'est les données personnelles, les données ambiantes aussi, comme tu dis, de l'expérience en général, qui vient s'ajouter. Et c'est Google qui a été le pionnier ici pour trouver une manière de monétiser cette extraction-là, au-delà d'améliorer certains services en utilisant les informations pour calibrer, par exemple, les services et les biens. On utilise maintenant les données de façon à les monétiser, qui peuvent devenir une marchandise, qui peuvent être vendues, assemblées en produits vendus, qui peuvent devenir un capital également. Oui. Uber est un bon exemple. Uber a une accumulation algorithmique telle qu'ils sont capables de faire une seule année de profit sur 9 ans et rester très, très actifs et très, très en croissance et attirer des investissements capital-risque. Par exemple, une rencontre entre le président de Uber et le prince saoudien Mohammed Ben Salman. Et Uber, avec ses actifs algorithmiques, son niveau d'accumulation de données et d'informations sur plein d'espaces dans le monde, est capable en un meeting d'aller chercher un investissement de 3,5 milliards des fonds saoudiens dans Uber, sans même que Uber fasse un profit. Ils ont une année de profitabilité des 9 dernières. Donc, il y a des nouveaux mécanismes. C'est fou, ça. Où l'information, le data, le données joue un rôle de pouvoir également sur les marchés pour organiser des formes de consommation, pour aller chercher des investissements. Donc, il y a toute une nouvelle dynamique d'économie, pas juste une compétition, mais de pouvoir également sur les marchés. Mais c'est pas ça qui est révolutionnaire. Puis là, je suis pas un théoricien du tout du capitalisme, mais là, c'est ça. Vous vous rappelez avec Uber, on n'a même pas besoin d'une activité économique avec l'ancien paradigme de j'offre un produit, quelqu'un l'achète, je fais un profit. Là, c'est même on est ailleurs, là. Les données, l'extraction des données vient s'imbriquer à l'exploitation du travail. Donc, les Uber, par exemple, ont des chauffeurs. Je rappelle que c'est une balado de gauche pour les gens là, qui, depuis le début, trouvent que... Donc, les chauffeurs sont des travailleurs, des travailleuses, peu importe ce que Uber en dit. Leur travail est exploité. Le travail demeure à la base, si on veut, de la production économique, mais les mécanismes d'extraction de données viennent ajouter une nouvelle dimension également. En fait, c'est pas les trajets possibles qu'offre Uber qui fait sa valeur, c'est les données des utilisateurs qui deviennent la matière première. La matière première qui leur permettent par ailleurs de faire des trajets plus précis après, d'entraîner des algorithmes. Donc tout ça s'imbrique ensemble, le travail et l'extraction des données. Tantôt, Jonathan Durand-Folco, vous avez effleuré le côté éthique. Votre livre le démontre très bien comment il y a tout un travail déshumanisant derrière la plupart des technologies qui composent le capitalisme algorithmique. C'est ça, oui. Donc, dans la littérature, en anglais, on parle du digital labor. Donc, nous, on traduit par le travail digital ou parfois le travail numérique aussi. Donc, il prend des formes différentes. Donc, les chauffeurs
Uber, notamment, ils font partie de cette forme de travail digital, mais aussi pour entraîner les différents algorithmes, il faut évidemment des ingénieurs, des informaticiens, des gens qui programment les différents algorithmes, qui sont généralement bien rémunérés parfois, qui travaillent dans des milieux de secteurs de haute technologie. On en a à Montréal, la Silicon Valley, à plein d'endroits à travers le monde. Mais ça, c'est, disons, le travail, disons, le top de la chaîne, les gens qui gagnent mieux leur vie en créant différents algorithmes, mais pour entraîner ces algorithmes, pour s'assurer que les différentes données soient bien étiquetées, il faut avoir un travail à la pièce, un travail qui est souvent long, pénible, fastidieux. Puis si on prend l'exemple de ChatGPT notamment, pour le rendre éthique, pour le faire en sorte qu'il n'y ait pas de biais trop, disons, qui va reproduire des propos haineux, sexistes, racistes ou des blagues sur les blondes et autres choses, mais il a dû être entraîné pour ça. Puis là, la compagnie OpenAI s'est dit, ça va être extrêmement long, fastidieux. On va sous-traiter ce travail à une compagnie qui s'appelle Sama, qui a employé des travailleurs kenyans à moins de 2 $ de l'heure ou environ 2 $ de l'heure, puis qui étaient exposés à longueur de journée à justement à une série de textes avec des propos horribles, à des images et à autre chose. Et c'est ces gens-là, en fait, qui sont en quelque sorte cette infrastructure invisible. Puis en anglais, on parle du ghost work, notamment, donc le travail fantôme. Tout un travail invisible qui est externalisé, précarisé à travers le monde. Ils ont tellement eu de trauma que la firme Sama a mis fin au contrat à l'avance en disant notre force de travail est en train de tomber parce qu'il y a trop de gens qui sont traumatisés par les contenus qui doivent se taper. Ça, je trouve que c'est important. Quand on parlait tantôt d'intelligence artificielle, pourquoi le terme est problématique? Ben, ça, moi, je trouve que c'est un bon exemple. Tout le travail derrière, on voit que c'est pas de la magie. Là. C'est la même chose pour les publications qui sont signalées sur les médias sociaux. On pense, il y a une IA qui traite ça. Puis, c'est un algorithme. Il y a des gens qui sont payés pour se taper des vidéos de décapitation, de viol, de meurtre, des trucs homophobes, racistes, à longueur de journée. Tout à fait. C'est incroyable. On peut pas le chiffrer, en fait, parce que... Mais en fait... Mettons le nombre de personnes dans le monde... Ouais, en fait, c'est une très bonne question. Nous, on se sert beaucoup des travaux d'Antonio Casilli, qui est un sociologue du travail français. Donc, c'est un auteur qui nous a beaucoup influencé aussi pour montrer tout ce travail humain qui continue à exister. Donc, pour nous, Shoshana Zuboff, elle disait, dans le fond, le capitalisme n'a plus besoin de travail trop, à part d'une expérience humaine brute qu'elle traite dans des systèmes algorithmiques. Mais nous, on dit, il y a ça qui est nouveau, mais on combine ça avec le travail, mais le travail il est reconfiguré, puis ce travail-là est invisible. Puis en plus, de plus en plus, en fait, si on parle de travail digital de façon large, le travail sur les médias sociaux que vous et moi faisons. Quand on va sur les médias sociaux, juste regarder des contenus, on génère différentes données. Quand on met des likes, quand on publie, on commente. Puis ça, c'est un travail non rémunéré d'une certaine façon, mais qui crée de la valeur. Mais en même temps, parfois, il y a certaines personnes qui se professionnalisent, par exemple, des personnes influenceuses, puis là, ils peuvent monétiser leur travail. Fait que là, ça brouille les cartes. C'est quoi le travail? C'est quoi qui n'est pas du travail? Est-ce que je fais ça pour le plaisir? Est-ce que je vis de ça? Mais après ça, ce travail-là, c'est comme, est-ce que ça fait encore partie du travail? Puis là, il y a toute une littérature sur le playboard, donc play, le fait de jouer, puis le travail qui est mélangé. Et là, on se rend compte que les catégories habituelles du travail, qu'on va travailler dans une usine, dans une entreprise, faire du 9 à 5 ou ainsi de suite, à l'ère du capital algorithmique, on est toujours un peu connecté, toujours en train de produire de la valeur. On travaille ou on travaille plus. Puis, en fait, c'est ça qui va brouiller les cartes à notre époque. Exemple de ce que vous dites, que en fait, c'est une intuition que j'ai, mais bon, vous savez, la présence sur les réseaux sociaux est importante aussi maintenant quand on a un podcast ou quoi que ce soit, humoriste. Bon, et là, il y a plusieurs plateformes, tout ça. Et là, depuis, moi, j'en ai conscience depuis 1 an et demi, il faut mettre des sous-titres sur les vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux. Et tous les spécialistes dont vous parlez, Jonathan Durand-Folco, qui vivent de ça, nous rappellent dans des tutoriels qu'il faut mettre des sous-titres sur les vidéos. Parce que supposément, les jeunes générations, des fois, on met pas le son puis ils préfèrent lire. On n'a pas plus d'explications que ça. Ils nous disent, si vos vidéos sont pas sous-titrées, ils seront pas référencés puis ils seront pas vus. Oui, mais là, c'est un exercice de classification d'informations. En fait, c'est comme mettre un hashtag sur ou identifier une photo avec un nom. C'est dans le fond, tu étiquettes une donnée, si on veut. Tu donnes une valeur, une qualité à une donnée qui va aider l'algorithme à la classifier ou à l'utiliser de façon optimale. Et puis ça prend plusieurs formes. Ça prenait des formes. Il y a un petit moment, vous vous souvenez, quand il faut prouver qu'on n'est pas un robot sur Internet. Identifier ça les existe ponts. Encore, ça? Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, on entraîne un algorithme à reconnaître des ponts, des chats, des trottoirs et des
vélos, etc. C'est pas pour la sécurité de nos données. Ben si je me suis fait avoir. C'est pour ça, mais par la bande, tu entraînes également l'algorithme. Mais ça, c'est intéressant. Puis je pense que ces transformations numériques dans les usages, c'est comment les gens, en quelque sorte, consomment le contenu sur leur appareil. Oui. Comme, disons, avant l'arrivée d'Internet, les gens ouvraient la radio, écoutaient la télévision, lisaient le journal pour avoir accès aux nouvelles. Maintenant, les différentes données sur comment les gens ont accès à l'espace public, aux différentes informations. Puis là, les chiffres changent selon différents pays, mais ça tourne autour de 78-85% des gens qui, en quelque sorte, ont accès à l'espace médiatique à travers le biais des médias sociaux. Ouais. Donc, le filtre d'actualité a une influence sur qu'est-ce que les gens voient en fonction de leurs préférences, leur champ d'intérêt, ce qu'ils ont fait dans le passé. Puis là, je pense que depuis l'arrivée de TikTok notamment, là, la place de la vidéo prend beaucoup de place. Avant, c'était le texte, après ça, l'image, la vidéo. Mais là, les gens écoutent ça dans les transports en commun quand ils se déplacent dans l'espace public. Ils n'ont pas toujours leur écouteur, mais ils veulent avoir accès à de la vidéo. Mais là, s'ils n'entendent pas ce qui se passe, ils ont besoin d'avoir un texte. Mais là, le texte, en fait, je pense que c'est un symptôme des changements dans l'usage, de comment les gens ont accès à l'information. Puis, en fait, le fait de faire le moins d'efforts possible, peut-être pour avoir accès à du contenu rapidement, ça permet d'entraîner différentes intelligences artificielles à faire la reconnaissance automatique de langage, donc du son vers le texte. Puis, en fait, ça demande un travail supplémentaire pour les gens, mais ça sert ultimement à entraîner différentes intelligences artificielles aussi. Puis là, il faudrait voir, en fait, qui fait ça, pourquoi. D'après moi, c'est un symptôme dans la configuration dans les médias sociaux de comment les gens ont accès à l'information. Puis c'est quoi les différentes habitudes qui se développent, notamment. Puis là, le problème, je pense, c'est la situation parfois de monopole, en fait. C'est le fait que certaines plateformes décident du jour au lendemain, maintenant, vous devez faire ça. Oui, c'est ça. Si vous faites ça, mais puis si vous ne vous conformez pas aux nouvelles normes, vous allez être perdant. Vous allez être perdant, ou l'algorithme va vous disqualifier, ou vous allez avoir shadow banning. Donc, on va moins vous allez être moins référencé, justement. Donc, vous devez constamment vous conformer aux nouvelles normes, aux nouvelles pratiques qui émanent. Puis même les YouTubers professionnels, ils se disent parfois un peu à la merci. Il y a un changement d'algorithme. Mais là, je dois changer mes habitudes. Mais si je ne produis pas du contenu assez souvent pendant la semaine, je vais perdre en visibilité. Puis là, il y a comme une genre de quête effrénée de toujours être visible. Mais c'est les différentes plateformes qui en fait donnent le rythme, en fait, comme des chefs définissent les règles du jeu. C'est ça. Et dire qu'on peut réfléchir à tout ça en attendant d'aller scanner nos produits d'épicerie à une caisse libre-service. C'est une époque formidable. Bon, évidemment, le livre est dense. Là, je vais lancer des titres de thèses de vous, parce qu'il y a 19 thèses, et on pourra... vous me direz... C'est pas 20, en fait? Non? C'est 19. Mais 19 ou 20, mais le 20e, c'est une conclusion d'une certaine façon. Mais c'est une 20e thèse. Bon, moi, je voulais fact-checker, Fred. Pouvez-vous sous-titrer votre fact-checking pour être sûr que ça sera... OK, thèse numéro 3. Les algorithmes accélèrent le temps. On n'a pas le temps d'en parler. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Vous rappelez que la technologie a un rôle fondamental dans la constitution de l'expérience du temps. Puis on l'oublie, ça. Oui, en fait, je sais oui, effectivement, les technologies, non pas seulement les technologies de temps, mais les technologies en général influencent beaucoup notre rapport à la temporalité. En philosophie de la technologie, c'est une thèse assez commune qui est articulée de plein de différentes façons par différentes écoles de pensée. Puis c'est un peu comme ça que moi, je suis arrivé sur le sujet, en fait. C'était l'étude des changements dans les rapports à la temporalité, des catégories d'usage de temps également qui sont induits par les nouvelles technologies. Et ce qu'on voit, ça rejoint beaucoup de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait d'être connecté tout le temps, ce qu'on appelle le temps d'écran, que tout bon parent connaît ce concept-là. Et que le PQ veut abolir. Oui, ben le temps d'écran, en fait, remplacé en termes d'heures passées ou d'usage de temps, a remplacé des catégories traditionnelles comme le temps de travail, le temps de loisir. Ces catégories qui étaient définies par un certain rapport au marché ou à l'économie. Le temps de travail produit de la valeur, le temps de loisir est passé à l'extérieur de ces mécanismes-là. Il peut être un temps de consommation par ailleurs. Deviennent un peu flous. La ligne entre ces catégories de temps-là devient floue parce qu'on est connecté autant au travail que dans les loisirs, que peut-être même dans les temps de sommeil parfois, quand on se réveille la nuit pour écouter les téléromans, par exemple. On est connecté, on a une montre
Qui nous indique le matin si on a bien dormi ou non. Si on a un lit intelligent qui enregistre nos mouvements dans le lit. Donc, c'est le temps d'écran, le temps passé à produire des données, chevauche un peu toutes ces catégories de temps-là. Et ce qu'on explore dans le livre, c'est du plan du temps de travail, si on veut garder ces catégories-là, le temps de travail s'accélère avec la hausse des standards de productivité induits par la technologie. Les temps de loisirs se connectent au marché d'une façon inédite en produisant des données et reçoivent en retour les impératifs de productivité, les sollicitations, les notifications constantes. Donc, c'est qu'un temps qui change en qualité, si on veut. Le temps de sommeil également. Donc, tout ça participe, selon nous, à une accélération du rythme de vie ou des temps vécus. L'expérience d'accélération s'exacerbe avec les connexions aux technologies algorithmiques. Et donc, on explore ça dans la thèse 3 en disant, les technologies, d'une part, sont conçues pour nous garder, pour générer du temps d'attention parce que c'est de l'or en barre. Le temps d'attention, c'est des données. Plus qu'on passe de temps sur une application, plus on s'engage avec une application, si on veut, plus on produit des données. Donc, chaque version d'application que vous avez sur votre téléphone ou votre iPad ou autre est la version la plus à jour en termes d'être capable de générer du temps d'attention. Donc, on s'est inspiré des technologies des machines à sous, par exemple, des casinos. Il y a des études en neuropsychologie, en marketing neurosensoriel pour créer ces formes d'addiction, de dépendance pour générer du temps d'attention. Et pour nous, cette nouvelle réalité-là, des interfaces technologiques, change le rapport au temps des gens, surtout en direction d'une accélération des rythmes de vie. Puis je dirais un peu peut-être pour compléter, ce qui est triste avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle permet effectivement d'aller plus vite, de faire plein de choses automatiquement, peut-être, dans certains contextes, mais au lieu de prendre ce temps-là qu'on gagne, parce qu'on est plus efficace, on fait plus de choses en moins de temps, puis dire, on va réduire la semaine de travail, on va travailler moins, on va pouvoir se consacrer à ce qui est important, mais à cause qu'on vit dans un système productiviste, capitaliste, basé sur la croissance, on dit, mais vous pouvez faire plus en moins de temps, mais travailler davantage, soyez plus productif. Donc, en même temps, on se dit, mais là, c'est super parce que là, je peux écrire des textes, des demandes de subventions qui me prenaient des heures à faire. Maintenant, je peux en générer une, mais là, je vais en faire plus. C'est comme un peu le paradoxe des emails, par exemple, des courriels. Comme prof d'université, j'en ai beaucoup, je réponds. Mais plus que de courriels, puis je peux répondre efficacement, plus que de gens m'écrivent des courriels, plus que je dois en traiter. Puis là, ça prend un temps considérable dans ma journée, juste répondre à des courriels. Alors qu'avant, quand c'était des appels téléphoniques ou envoyer des lettres par la poste, c'est beaucoup plus long. Mais le rapport au temps était différent. Puis là, de plus en plus avec l'IA, on peut, puis là, ça commence déjà avec Gmail, avec Microsoft Outlook et autres. Ils vous suggèrent des réponses automatisées parce qu'on dit on manque de temps pour répondre à nos courriels, mais là, les IA vont pouvoir répondre automatiquement en fonction de certaines réponses. On va avoir plus de courriels. On va plus de courriels, encore plus. Donc, c'est comme une course folle qui court dans sa roue. C'est le même phénomène au niveau de l'énergie quand on développe une technologie qui les nous effets fait rebonds. Oui, les effets rebonds, c'est ça. Thèse numéro 6. Les technologies algorithmiques colonisent la sphère domestique et le travail émotionnel. Oui, absolument. Et puis toutes les technologies connectées en témoignent. Et pas que, il y a aussi toutes les tâches ménagères qui ont été marchandisées récemment, par exemple par le travail de plateforme, où on peut avoir quelqu'un qui vient chez nous, par exemple, sur une plateforme pour promener notre chien, pour faire du tutorat à nos enfants. Puis le travail de plateforme a participé à une certaine vague de marchandisation de tâches domestiques qui étaient non rémunérées auparavant. Donc, ça connecte un petit peu cette sphère-là au marché. Ça devient une forme de travail rémunéré, si on veut. D'autre part, il y a tous les objets connectés qu'on laisse entrer dans nos maisons, les Alexa également, les espèces d'assistants généraux qui deviennent une espèce de manager, de gestionnaire du travail domestique. Et ce qu'on voit avec les objets connectés, c'est justement une nouvelle fonction de la sphère domestique qui, historiquement, dans le capitalisme, produit de la force de travail. C'est ça que le travail domestique fait, d'un travail qui est non rémunéré, souvent fait par les femmes qui produisent de la force de travail. Mais maintenant, on produit de la force de travail, mais également on produit des données. Et on connecte la sphère domestique à la consommation et on tente d'automatiser les processus de consommation ou l'achat des biens ou l'achat des services ou la délégation, si on veut, des tâches domestiques devient marchandisée et automatique. Donc, effectivement, on peut vendre ça comme une espèce de libération du temps de travail domestique, mais c'est pas le cas. On se rend compte que ça génère toujours plus de tâches, plus qu'on mécanise ou qu'on laisse entrer des machines ou des objets dans le travail domestique. En fait, on réduit pas le temps, on l'allonge. Il y avait des expressions célèbres, Betty Friedan, qui disait le temps de travail domestique tend à couvrir tous les heures disponibles. Donc, il y a une espèce de paradoxe ici qui est semblable à celui de la productivité au travail. Plus qu'on libère du temps, plus
juste qu'on le meuble en travaillant plus. Thèse numéro 8, le néolibéralisme fait place à un nouveau stade du capitalisme. En fait, nous, on rentre dans un débat théorique sur dans quel monde nous vivons à l'heure actuelle. Puis comment on pourrait renommer le système dans lequel on vit. Puis là, il y a des thèses différentes. On dit, puis il y a certains auteurs comme Yanis Varoufakis, Cédric Durand notamment, qui disent, en fait, on est en train de basculer, on sort du système capitaliste pour entrer dans un nouveau système socio-économique qui est un peu informe, que des nouvelles propriétés, quelque chose de différent. Puis eux vont utiliser la métaphore féodale en disant, avant, les grands seigneurs avaient la propriété de la terre, donc il y avait des fiefs, il y avait des gens qui travaillaient sur la glèbe, il y avait des rapports de propriété vassaux, puis les géants du numérique avec leur grande plateforme, on devient dépendant de ça. Donc ils font certaines analogies. Ils vont dire aussi que le capitalisme industriel, notamment, fonctionnait à base du profit, mais là maintenant, le principal mécanisme d'accumulation se fait par la rente. Donc, le fait de dire on va juste capter les données personnelles, puis ça fait de l'argent, mais on ne produit rien de nouveau. Donc, ils disent peut-être on est en train de rentrer dans une sorte de techno-féodalisme. Puis pour nous, on dit c'est intéressant, c'est une métaphore riche, mais on dit qu'on ne sort pas du capitalisme. En fait, c'est une nouvelle forme du capitalisme, un nouveau stade. Puis la rente, par exemple, le fait d'extraire de la valeur du fait qu'on détient la propriété de quelque chose sans rien faire, ça existait dans le capitalisme aussi. Puis les mécanismes de profit, d'investissement, de réinvestissement, les développements technologiques, les capitalistes de plateforme créent de la valeur, investissent, marchandisent. Il y a du travail humain qui est exploité encore. Donc, nous, on rentre en débat en disant techno-féodalisme, c'est bien, mais c'est un débat sémantique, conceptuel. On dit c'est peut-être une métaphore, mais on est encore dans le système capitaliste même qui est boosté actuellement à l'IA. Donc, pour nous, en fait, on dit techno-féodalisme, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment ça qui se passe. Puis on rentre en débat avec d'autres termes, donc capitalisme de plateforme, capitalisme de surveillance, capitalisme cognitif, cybernétique, informationnel. Puis là, il y a des milliers de termes qui existent. En fait, des milliers. En fait, on devrait même se poser des questions, à avoir de la difficulté à définir tout ça. Je pense que ça nous questionne. Ben, moi, je pense qu'une des contributions intéressantes, cette thèse-là, moi, je trouve que c'est une des plus rafraîchissantes parce que, tu sais, on essaie de nommer un peu qu'est-ce qui s'est passé après la crise financière de 2008, que la phase un peu jovialiste du néolibéralisme puis de la mondialisation, que tout va bien aller, ça va être le village global et tout ça, puis qu'une fois qu'on a traversé cette crise-là, ben, qu'est-ce qui se met en place comme nouvelle forme de capitalisme? Vous aviez reçu Claude Vaillancourt qui avait fait un livre, La fin du néolibéralisme, parce que justement, il essayait de creuser ça. Puis là, j'ai l'impression qu'on avance. C'est une pierre de plus. Oui, c'est ça, pour essayer de comprendre à quel stade est-ce qu'on est rendu. Ça, je trouve que c'est une contribution vraiment intéressante. Ben, on conçoit la période post-2008, la fameuse décennie d'austérité, non pas comme une espèce de rebond ou de suite du néolibéralisme, mais comme une période de transition, en fait. Puis on remarque il y a une conjoncture quand même où on voit certains flux d'investissement aller de la finance vers la tech, certains mouvements du pouvoir économique de Wall Street vers Silicon Valley, la montée des GAFAM. Si on regarde les classements des plus grandes compagnies au monde, par exemple, les GAFAM vont remplacer dans cette décennie-là des compagnies financières, des compagnies extractives qui étaient là auparavant. Ça, c'est un premier élément. Il y a aussi l'élément de l'essoufflement même du néolibéralisme, en fait. Et dans certaines littératures, on est rendu à parler de post-néolibéralisme. On se bat à ce moment-ci, peut-être qu'il faut penser à un autre concept. Et nous, on propose ce concept-là. C'est une typologie qu'on adopte qui à notre sens, est très précise et la logique algorithmique permet d'expliquer les changements dans plusieurs secteurs différents, non seulement dans l'économie ou dans la culture ou dans la politique, mais dans tout ça. Donc, on trouvait que le thème était très porteur pour nommer cette période-là. Qu'est-ce qui arrive dans cette transition-là? C'est un passage, c'est des nouveaux mécanismes de valorisation. C'est, il faut le dire, la révolution aussi technoscientifique de l'IA qui est quand même très importante, qui change la donne à plusieurs niveaux, surtout après qu'elle soit intégrée dans des mécanismes économiques de valorisation. Et puis peut-être que le capital algorithmique, peut-être que dans 5 ans, en 10 ans, le terme va être désuet, on ne sait pas, mais on pense que dans cette période de transition-là, c'est ça qui s'est mis en place. Puis je dirais aussi souvent, il y a des gens qui nous ont critiqué, notamment dans certains sacs, en disant mais c'est pas la fin du néolibéralisme, ça continue encore parce qu'on voit des programmes d'austérité, la logique néolibérale. Dans les gouvernements, dans les entreprises. Puis pour nous, on dit, on est entièrement d'accord, ça continue encore, mais c'est intégré, dépassé, complexifié, accéléré, reconfiguré par quelque chose de nouveau aussi. De toute façon, on va pas recevoir un courriel pour nous dire, voici le nouveau paradigme, il commence ce soir à minuit. Exactement. Les transitions historiques sont toujours échelonnées dans le temps. Toujours plus de courriels. C'est pas des périodes, il n'y a pas de césure ou de coupure. Non, les transitions historiques, c'est des processus longs, c'est non linéaire, il y a des atavismes également, donc c'est un peu ça, je pense qu'on est en train de vivre. Thèse numéro
numéro 10, celle qui m'a peut-être le plus inquiété, la logique algorithmique s'étend à l'État, l'administration publique et la police. C'est ça. Mais en fait, je dirais que c'est une transformation en cours. C'est pas achevé, puis ça se fait à différentes vitesses. Certains pays à travers le monde sont de plein fouet dans cette dynamique. Ici au Québec, Canada, en fait, les données sur ça, je pense qu'on a des enquêtes à faire. Mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est dans l'administration publique. Ouais. Donc, dire, on peut automatiser certaines choses. Donc, le fait qu'on donne nos données personnelles puis on les met dans les services info-nuagiques, ce qu'on appelle le cloud en anglais d'Amazon, de Microsoft notamment, puis qui viennent avec plein de services pour automatiser des processus. Donc, les services aux citoyens, on parle de numérisation, d'une part, puis ça, je pense que c'est bien que ça arrive. On vit encore... Puis on voit que le virage numérique au Québec, on traîne la tâche d'une certaine façon. On fonctionne encore avec le fax dans le système de la santé un peu, là, c'est en voie de disparition, mais en même temps, on est dans un système où coexistent comme le fax, l'Internet, l'intelligence artificielle qui débarque. Puis c'est un processus qui est très, très inégal. Mais comme exemple concret, ce qui est plus inquiétant, d'après moi, c'est les services de l'ordre, dans l'IA militaire notamment, dans le système carcéral, que ça se met en place. Mais de plus en plus, dans certains endroits aux États-Unis, c'est comme un laboratoire. C'est des systèmes d'attribution pour des services d'aide, distribution d'aide sociale, accorder des prêts, des services à des personnes hyper vulnérables. Il y a comme une automatisation de la bureaucratie. Puis, il y a des jugements qui sont rendus par des IA dont on ignore le mode de fonctionnement interne. Puis est-ce qu'on licencie des gens qui ne sont pas assez performants? Mais là, de plus en plus, il y a ces systèmes qui sont intégrés dans l'administration publique qui est supposée être au service du bien commun ou de l'utilité publique ou autre chose. Et là, ça se met en place à différentes vitesses au sein du système d'éducation. Et là, en fait, c'est là, je pense qu'il y a une enquête à faire parce que le processus est en cours. Il n'est pas achevé encore. On est encore au début. Mais si on regarde différents pays à travers le monde, comme la Chine, là, il y a un niveau d'intégration des technologies algorithmiques dans le système de surveillance qui est très poussé. Du côté de la France, Paris, avec les Jeux olympiques de 2024, le système de vidéosurveillance algorithmique qu'ils mettent en place dans l'espace public. Puis ils votent des lois pour permettre ce genre de choses-là. C'est vraiment l'État qui met ça en place. Heureusement, au sein de l'industrie, il y a cette prise de conscience dans ce qu'on appelle l'éthique de l'IA. Il essaie d'atténuer les biais, corriger les biais. C'est bien, mais souvent, on reste dans une logique assez superficielle. On va programmer les robots différemment. Puis pour donner un autre exemple, je vais finir avec ça, d'un truc, moi, qui m'inquiète personnellement, c'est l'utilisation de l'IA pour sélectionner et attribuer des demandes de visa pour des immigrants. Et c'est déjà actuellement implanté dans le gouvernement fédéral, une analyse des dossiers, puis des décisions qui sont rendues pour attribuer ou non des visas. Puis de plus en plus, là, il y a des êtres humains derrière qui approuvent au final. Mais quand on manque de temps, puis là, on a comme 10 000 dossiers à traiter, là, en fait, l'être humain regarde assez rapidement ce que l'intelligence artificielle a déjà présélectionné, puis on fait juste, en quelque sorte, entériner, rubber stamper des décisions automatisées. Et là, les biais qu'il peut y avoir dans ça... Dans le fond, on va même nous vendre qu'on peut maintenant réduire la taille de l'État, puisque les outils technologiques vont nous permettre d'offrir un meilleur service. Il va en être question dans ma chronique tantôt. Ah, mon Dieu. Thèse numéro 11. Le capital algorithmique perturbe et effrite la vie démocratique. Puis là, Philippe, j'imagine, ça vous a titillé parce que ce discours-là, des fois, j'ai l'impression qu'on attend encore les preuves. Mais sur le plan de la politique de la démocratie, il y a plusieurs aspects. Là. Sur le plan de la manipulation, par exemple, il y a quand même un battage médiatique important autour de certains scandales. Par exemple, le scandale de Cambridge Analytica, qui aurait intervenu là, de façon à l'aide d'algorithmes et à l'aide de collecte de données pour cibler certaines populations, pour faire sortir des votes de contestation, par exemple. Donc, on ne parle pas d'une technologie qui va manipuler la subjectivité des gens pour les faire changer de vote. Même chose pour juste sur le plan des processus démocratiques, sur les processus de discussion publique, de débat public. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a une certaine logique dans les algorithmes, par exemple sur les médias sociaux, qui vont avoir tendance à diffuser des fausses nouvelles plus rapidement, plus largement que des nouvelles réelles ou vérifiées. Il y a toutes sortes d'enjeux comme ça sur le plan de l'information, sur le plan de la discussion aussi, sur le plan, on a parlé beaucoup de chambres d'écho, par exemple, qui affectent la capacité d'avoir certains débats publics, d'avoir un lieu commun pour les débats publics, surtout. Si on est individualisé dans nos fils d'actualité, par exemple, on peut avoir des espèces de rapports à la réalité ou à la réalité informationnelle qui sont différents d'une personne à l'autre. Philippe de Grosbois. Moi, c'est une thèse où est-ce que je vous suivais comme un petit peu moins parce que j'ai l'impression que, dans le fond, votre objectif, c'est de placer le capital algorithmique, de montrer que c'est quelque chose qui est central dans l'ensemble de plein de phénomènes sociaux. Mais j'ai l'impression que si on prend le cas de la désinformation,
désinformation, par exemple. En tout cas, moi, c'est comme un peu mon beat là, depuis 3-4 ans. Vraiment pas convaincu que les algorithmes sont au centre de ce problème-là de la désinformation. Comme vous parlez des chambres d'écho, la recherche actuellement sur les chambres d'écho est loin d'être unanime, tu sais, sur le fait que ça existe, sur quelle proportion de gens est bel et bien coincé dans une chambre d'écho. Puis il y a beaucoup de recherches aussi qui sont plus, disons, de la sociologie des usages, qui montrent que l'adhésion à la désinformation est beaucoup plus motivée par des aspects sociaux, politiques, de leur identité, de la communauté dans laquelle ils veulent faire partie, qui montrent aussi que ça déborde la question des médias sociaux, que Fox News, par exemple, dans l'élection de Donald Trump en 2016, a probablement été beaucoup plus influent que Facebook. Les algorithmes sont pas nécessairement, jouent un rôle certainement, mais c'est comme si en voulant démontrer que le capital algorithmique est absolument déterminant, là, c'est comme si d'autres explications qui ont peut-être été laissées un petit peu de côté ici. Mais je dirais que c'est une thèse où on va vite un peu, puis c'est vrai que d'une certaine façon... Mais c'est vrai que d'une certaine façon, c'est... Vous pouvez pas tout faire, là. Mais on pourrait avoir une thèse forte en disant le capital algorithmique a pour principal effet de perturber, de éroder la démocratie. C'est le principal facteur en jeu. Moi, je serais pas à nuancer, plutôt une thèse faible. Le capital algorithmique va influencer, perturber, reconfigurer, amplifier des inégalités, des dynamiques sociales extérieures au champ numérique, par exemple. Autre élément aussi, je dirais qu'on en parle un peu avec les mouvements sociaux de contestation. Je pense qu'il y a une ambivalence des médias sociaux qui peuvent être appropriés d'un côté ou de l'autre, par exemple. Mais on sort peut-être du mythe. Au début, quand c'est arrivé les médias sociaux, il y avait l'idée que ça allait amener de soi une démocratisation. L'espace public des régimes autoritaires, on était dans une période, le printemps arabe, Occupy Wall Street, il y avait la grève étudiante. Puis moi, j'ai un peu participé à cet enthousiasme-là démocratique, d'horizontalité. Moi aussi. Puis je pense que aussi, il y a des mouvements de contestation, le mouvement MeToo, Black Lives Matter, ou ainsi de suite, appropriés par des mouvements, ça permet de libérer la parole, de faire entendre des voix qui n'avaient pas accès à l'espace public. Donc, il y a certainement un effet de démocratisation qui est présent, d'accès à l'information, à la pluralité des voix, mais il y a un double mouvement, je dirais, à la fois de fragmentation et de reperturbation et de concentration du pouvoir. Puis je pense qu'on ne peut pas dissocier complètement les deux. Je pense que les deux sont en cours. Puis peut-être qu'on pourrait développer ça davantage dans une suite ou autre chose, de dire les médias sociaux sont un cheval de Troie pour des mouvements sociaux émancipateurs ou sinon des mouvements d'extrême droite aussi. Mais en même temps, on n'a pas le contrôle sur qui les gère, c'est quoi les règles du jeu dans cet espace-là non plus. Bon, il faut parler de la 15e thèse, les algorithmes ne nous sauveront pas du désastre de la crise climatique, mais vous donnez vraiment des exemples. Entre autres, le calcul, les ressources que le ChatGPT a besoin sont astronomiques. Ça fait partie du pas de recul qu'on veut prendre également, de considérer le capital algorithmique. On le voit souvent comme, les algorithmes et technologies, c'est des flux d'informations un peu désincarnés dans la fameuse métaphore du nuage. C'est dans le nuage, donc c'est déconnecté un peu du plancher des vaches, si on veut, et on perd de vue ainsi le fait que tous ces flux d'algorithmes et d'informations s'incarnent dans des réalités matérielles, des téléphones, des appareils connectés, mais aussi des centres de données, des serveurs, des ordinateurs, des câbles de fibre optique, des tours de communication et une industrie de métaux rares dorénavant qui pose problème. Donc, on voit qu'il y a un poids sur le plan écologique, sur le plan d'extraction des ressources et de l'énergie dans la production de l'infrastructure matérielle des technologies algorithmiques d'une part. D'autre part, il y a un poids énergétique également, une empreinte carbone dans l'entraînement des algorithmes. Et ça, les études commencent à se faire là-dessus de plus en plus et c'est un peu compliqué. Ça dépend où l'algorithme est entraîné, quelle forme d'électricité nourrit l'entraînement de l'algorithme. Tout ça étant dit, ce qu'on se rend compte quand on prend pas de recul, on regarde les données, on voit que l'empreinte écologique des technologies algorithmiques est largement insoutenable et ajoute en fait à un mode d'industrie extractive capitaliste qui était déjà largement insoutenable. Donc, il y a un peu le discours, si on veut, que les algorithmes vont nous sauver de la crise climatique, on va optimiser des processus, on va les trajets d'autobus vont être optimisés. Exactement, on va mesurer les émissions de gaz à effet de serre, mais bien mesurer ne veut pas dire réduire. Savoir davantage qu'il y a une sixième... On va vraiment bien savoir qu'on est dans le trou. C'est ça, une sixième grande extinction des espèces, on va pouvoir le calculer exactement, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'arrêter. Donc, il faut faire la part des choses aussi, de voir que les algorithmes peuvent nous aider, à mieux mesurer, mais la trajectoire globale de développement du capital algorithmique, avec l'expansion de l'extraction de l'infrastructure matérielle, 5G, 6G, 7G, 8G éventuellement, ça ajoute un poids qui est largement insoutenable et
au contraire de nous sauver de la crise climatique, nous, on parle de métaphore, pour utiliser une métaphore nuagique, là, qui scie au capital algorithmique, c'est la nuage qui suit l'explosion d'une bombe atomique. En fait, c'est une catastrophe écologique qui s'en vient, selon nous. Là. Si on continue à développer comme ça ces technologies-là de façon effrénée, accélérée. Fait que Pierre Poilievre, s'il prend le pouvoir aux prochaines élections, vous me dites que ça va être difficile d'abolir le dollar canadien pour le remplacer par de la crypto. Il y a beaucoup de gens qui disent que la crypto va tout changer, c'est une nouvelle étape. Pour nous, c'est plutôt... On a parlé d'intelligence artificielle de façon plus large, les processus algorithmiques, l'extraction de données personnelles, c'est ça. Pour nous, la crypto, c'est une des dimensions que ça peut prendre et ça permet des échanges décentralisés sur une chaîne de blocs publics où les différents échanges, les différentes personnes, ordinateurs sont capables de suivre la trace de ce qui est fait. Ouais. Puis il y a une certaine idée, voire idéologie, que ça va permettre une certaine transparence, horizontalité, qu'on peut se passer des grandes banques centrales, des grandes élites pour avoir des rapports, c'est ça exactement, horizontaux entre individus. Puis ça va permettre d'avoir une nouvelle forme de démocratie, puis on va pouvoir générer plein de choses avec ça. Pour nous, en fait, les crypto-monnaies, puis la blockchain, ça peut être utilisé, il y a des smart contracts, il y a différentes applications technologiques potentiellement intéressantes peut-être, mais il y a beaucoup de spéculation autour de ça. Puis la principale façon dont c'est déployé depuis l'arrivée du Bitcoin, c'est la spéculation notamment, puis c'est un véhicule d'accumulation. De transparence aussi. Ce qui est paradoxal, c'est ça, c'est que c'est toute une industrie où la chaîne de blocs, il n'y a pas de manque de transparence comme tel, comment elle est déployée, mais les gens qui la développent, puis là, il y a eu des scandales de fraude, entre autres, autour de géants qui se sont construits, en fait, puis c'est comme une ruée vers l'or, en fait, les crypto-monnaies. Et on a vu, au début de la pandémie, ça a pris une ascension extraordinaire. Les crypto-monnaies, notamment, qui existaient avant, puis toute une industrie autour de ça. Les NFTs, qui sont un autre truc qui est apparu pour monétiser différentes œuvres d'art et autre chose. Mais ça s'est effondré en l'espace de 2 ans. Ça a été vraiment une bulle énorme. Puis pour nous, c'est une certaine parenthèse, en fait. Mais plus qu'on utilise de crypto-monnaies, plus qu'on a besoin de minage, plus qu'on a besoin d'ordinateurs qui roulent en permanence, de serveurs. Puis ces différents ordinateurs serveurs ont besoin d'électricité, d'énergie. Puis la crypto-monnaie, je pense que le Bitcoin, quand on a écrit le livre, il y avait une empreinte carbone semblable à la Suède. Je ne sais pas si c'est encore le cas à l'heure actuelle, juste pour miner le Bitcoin, en fait. Ouais, c'est ça. Et le Bitcoin, c'est une crypto parmi d'autres aussi. Il y en a des dizaines de milliers. Hein? Il y en a plusieurs. Après ça, qui disparaissent et qui, tout dépendant des humeurs du marché. Je pense que dans le cas du Bitcoin, c'est à chaque 10 minutes, il y a un nouveau Bitcoin qui est émis. Donc, si c'est ton pool de minage qui a trouvé qui a prouvé, qui a fait la preuve, ce qu'on appelle la proof, la preuve de transaction, tu as un Bitcoin. Donc, il y a un incitatif, si on veut, économique à regrouper un pouvoir de computation super important pour calculer plus vite que les autres. C'est les grands poolers de Bitcoin, par exemple, qui sont capables de valider les preuves. Alors que c'était supposé être décentralisé. Voilà. Donc, si chez nous, avec ton laptop, tu veux miner des Bitcoins, tu ne seras pas capable. Il va falloir que tu aies. Donc, et là, on voit des revitalisations, par exemple, de mines de charbon aux États-Unis, où on invite les mineurs de Bitcoin à venir pour revitaliser des actifs d'énergie fossile. On va leur donner des crédits d'impôt et on va recréer des emplois dans les mines de charbon. On va arrêter d'en parler parce qu'il y a des gens à la CAQ qui vont nous entendre puis ils vont créer un champ de crypto pour attirer des... Ou sinon, pour Hydro-Québec, moi, une des hypothèses que je fais, puis il faudrait aller vérifier, c'est que cette grande transition énergétique basée sur une électrification des transports individuels surtout, va évidemment avoir un poids énergétique énorme. Donc, on a besoin d'augmenter la production d'énergie. Mais mon petit doigt me dit aussi qu'il y a un intérêt stratégique autour de l'hydroélectricité notamment. Puis là, on n'a pas des chiffres parce que c'est pas très transparent. Le nombre de centres de données qui s'installent au Québec parce que c'est une énergie verte. Puis les géants du numérique veulent avoir de plus en plus d'énergie verte parce qu'ils sentent que leur poids écologique est énorme. Souvent, c'est pas des données publiques parce qu'ils veulent éviter que les gens savent ils sont où puis qu'il y ait des actes d'actions terroristes, sabotage ou autre chose d'infrastructure et autres. Mais combien qu'il y en a, quel poids ça va prendre puis quel poids l'infrastructure numérique va peser. Puis est-ce qu'il faut harnacher des rivières, relancer la filiale nucléaire? Poser d'excellentes questions. Hey, merci. On va s'arrêter là parce que là, Philippe, je veux l'entendre aussi et le temps file et il y en a 19 thèses. Je veux que les gens lisent le livre. C'est toujours ça. Si on en parle trop, les gens. Je me permets un dernier petit shout-out aussi. Il y a le concept de sobriété technologique que vous amenez que je trouve qui est vraiment tout à fait pertinent, qui est très élégant puis qui permet de tracer une voie vraiment intéressante. Jonathan Durand-Folco, Jonathan Martineau, merci. Vous restez avec nous parce que ça va vous intéresser, évidemment, la chronique de Philippe qu'on va aller écouter immédiatement. Bon, ben Philippe, on va rester un peu dans le
On est dans le même sujet. Oui. En fait, j'ai décidé de faire une chronique sur une émission spéciale qui a eu lieu à Radio-Canada qui a été diffusée en décembre dernier. C'était 2 heures sur l'intelligence artificielle. En soi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer, c'est-à-dire qu'on est un diffuseur public qui veut nous informer sur les enjeux de l'heure, qui veut creuser une question pendant 2 heures. Je trouve que c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Le problème, par contre, c'est que l'émission... Je trouvais que vous étiez... Non, mais il faut mettre un peu de fleurs avant le pot quand même. Mais j'essaie d'être honnête, d'être juste dans mes critiques. Mais c'est ça. Donc, ça, c'était le point positif. Le reste de la chronique... Mais bref, le problème, c'est que l'émission place au centre de son discours l'industrie. Ouais. Et sa vision de l'IA. Les éléments qu'on a amenés ici, c'était quand même assez peu présents. On parlait de déification au début. Vous en parlez dans votre livre, les deux, Jonathan, mais c'est un peu ça. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai pas regardé, là, mais... On entretient un peu une sorte de fascination, justement, autour de l'intelligence artificielle. C'est sûr que, on prend le temps de montrer certains problèmes, certaines craintes. On en parlera. Oui. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne déconstruit pas parce que les principaux intervenantes viennent de cette industrie-là. Ouais. Donc, on a leur définition de l'IA, leur promotion, leurs craintes et aussi leurs souhaits, même législatifs. Parce qu'à la fin de l'émission, on a le ministre fédéral de l'Industrie. Mais qui est invité à parler pendant les 2 heures? Qui est là pendant les 2 heures au complet? Évidemment, il y a Patrice Roy qui est à l'animation, mais les 3 autres personnes qui sont là pendant les 2 heures au complet, c'est Joëlle Pineau, qui est vice-présidente recherche en IA chez Meta, Valérie Pisano, qui est présidente du MILA, donc qui est le principal groupe de recherche en IA. La grappe. Voilà. Et Yoshua Bengio, qui est scientifique en chef aussi au MILA. Donc, c'est ces 3 personnes-là qui sont les principales personnes. Puis, ils sont pas là pour rendre des comptes. Ils sont pas là pour se faire un peu mettre sur la sellette. À l'occasion, mais en général, ils sont là pour nous expliquer, en fait. Puis je rappelle, c'est quelque chose, je pense que j'ai déjà parlé dans d'autres chroniques, la hiérarchie de crédibilité de Howard Baker, c'est-à-dire que plus on est haut dans une hiérarchie, plus notre point de vue est considéré comme simplement neutre, simplement la réalité. Donc, eux ne sont pas considérés comme des militants ou des personnes engagées, même si, dans le fond, ils ont des intérêts très, très directs à défendre certains points de vue par rapport à l'IA. Donc, si on commence juste avec leur définition, parce que c'est un peu comme ça que l'émission commence. C'est quoi l'IA? Il y a différentes personnes qui interviennent et à peu près tout le monde a ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme dans leur définition de l'IA, c'est-à-dire qu'ils prêtent des projettent, si vous voulez, des facultés humaines sur l'intelligence artificielle. Donc, j'ai juste sorti quelques verbes. On parle de percevoir, raisonner, comprendre, apprendre, agir. Donc, on prête beaucoup de facultés humaine à l'IA. Dans le début aussi, dans le premier segment, Patrice Roy demande... je pense que c'est à Joëlle Pineau, il demande si l'IA va un jour pouvoir faire quelque chose d'aussi beau que le Requiem de Mozart. Fait que c'est le genre de questions, c'est qu'on entretient comme une sorte de fascination et c'est pas... Pour moi, moi, je trouve que c'est très Mozart-centrique en passant. Pas juste Mozart. Oui, mais d'ailleurs, elle dit, peut-être que ça va être de la musique pour une autre génération. Je savais pas que c'était juste une génération qui aimait le Requiem de Mozart, mais bon. Mais c'est comme une fascination qui, pour moi, empêche de bien saisir les enjeux. On n'est pas en train de bien cerner ce qui est en train de se passer. Après, il y a toute une partie où on essaie de voir différentes vertus. On parlait tantôt de la question de l'austérité. Donc, il y a une infographie qui est présentée à un moment donné où est-ce qu'on parle des différents métiers qui seraient menacés de disparition par l'IA et il y a enseignant qui est là. Et après, il y a Valérie Pisano qui intervient, donc on peut peut-être écouter un segment. Patrice, je pense cette semaine, avec tout ce qui se passe, avec la grève des enseignants, d'avoir mis ça là, quand même, c'est assez provocateur. Ce qu'on devine, parce qu'on le devine, c'est pas un remplacement des gens qui s'occupent de nos enfants puis qui les éduquent dans les écoles, là, même pas proches, mais peut-être une redynamisation de cette profession-là, quelque chose de plus personnalisé, de plus adapté à chaque enfant, ses goûts, ses préférences, ses besoins, quelque chose qui serait beaucoup plus interactif. Une aide à la classe. Une aide à la classe. Il y a déjà beaucoup de professeurs qui utilisent l'intelligence artificielle pour générer des plans de cours, pour arriver avec des nouvelles idées. Ils nous le disent, on n'a pas le temps, j'aimerais ça m'asseoir puis trouver un nouvel exercice, mais j'ai pas le temps, je suis fatiguée, donc je reprends le matériel de l'an passé. Moi, c'est un des endroits où je suis le plus emballée de voir cette collaboration-là entre le système créatif intelligent puis l'humain qui est capable de prendre soin de quelqu'un d'autre. Fait que la madame qui travaille pour une compagnie qui met ça de l'avant est emballée que ça va être mis de l'avant. Oui, bien, on parlait tantôt de solutionnistes technologiques. Je voyais Jonathan Martineau. Là, on a 3 professeurs autour de la table. Là. Faut vous dynamiser.
Ah oui, oui, on a un bel exemple justement de solutionnisme technologique. Puis, tu sais, pour moi, ça fait beaucoup plus de sens. On écoute les enseignants, les enseignantes. Ce qu'ils ont besoin, c'est de plus petites classes et de plus de temps. Ouais. Et c'est pas ça qu'on leur donne. C'est des technologies pour avoir des plus grandes classes et moins de temps. Donc, plus de courriels. Oui, puis plus de courriels. Les aides à la classe, c'est comme on fait référence à des revendications de la FAE. Puis là, on est comme en train de dire que, dans le fond, peut-être que la revendication de la FAE pourrait être satisfaite par de la technologie au lieu d'avoir davantage de personnel. J'imagine qu'en période de négociation, sur la tête pour les membres de la FAE. Ça va aider les profs, ça, de savoir qu'il y a plein d'outils technologiques pour faciliter leur tâche. Le gouvernement va sûrement dire « on va vous payer mieux ». C'est sûr que ça va être l'inverse en plus. Voyons. Ouais. C'est sûr qu'on aborde quand même des enjeux sur la question du droit d'auteur, sur le travail. L'utilisation de l'IA dans les guerres est mentionnée pendant 90 secondes. Donc, j'ai compté. C'est 1 minute et demie sur la question des guerres. Ensuite, la deuxième heure, là, on passe plus sur les craintes. Mais ce qui est frappant, c'est que même là, dans les craintes, on est dans un certain déterminisme technologique, comme si l'IA cause un peu des problèmes par elle-même. Bon, tantôt, on abordait la désinformation. Valérie Pisano dit, aux États-Unis, les citoyens de la plus grande démocratie du monde ne s'entendent pas sur qui a gagné la dernière élection. Et ça, c'est avec de l'IA d'il y a 2 ans. Mais donc, on dit finalement, s'il y a un débat, en fait, c'est même pas un débat, mais en fait, s'il y a des l'aile Trumpiste... Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est ça que je comprends pas moi non plus, c'est qu'elle est en train de dire qu'il y a toute une aile républicaine trumpiste qui dit dans le fond c'est Trump qui a gagné en 2020 puis Biden a volé l'élection. Ouais. Mais moi ce que je comprends pas c'est quoi le rapport de l'IA là-dedans? Non, c'est qu'elle attribue à l'IA le fait que la désinformation circule. C'est à cause de ça, je pense. Dans sa grille de lecture, l'IA a de l'impact dans tout. Mais encore là, c'est que c'est très 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 rapide parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui croient que c'est Trump qui a gagné en 2020? D'abord il y a Trump qui le martèle, toute son équipe. Aurait pu marteler ce discours-là en 1988. Ben oui. Ah, tout à fait. Oui, absolument. Peut-être, ce qui est frappant aussi quand on aborde la question de la désinformation dans cette émission-là, c'est qu'on a quelqu'un de Meta à la table, comme je nommais tantôt. Ouais. Bon, on sait que Meta, Facebook, ils ont bloqué les nouvelles au Canada dans la dernière année, donc au mois de juin. Donc, les vraies nouvelles, entre guillemets, sont bloquées. Les fausses nouvelles peuvent y aller à fond, mais on va écouter un autre segment où est-ce que Patrice Roy évoque à peine cette question-là en disant finalement... Alors que Radio-Canada est avant tout un service d'information. Donc, victime de Meta, on va l'écouter, ce suave extrait. Joël Pinault, à Facebook, c'est un bon exemple parce que vous avez à faire face à de la désinformation, à toutes sortes de choses. Bon, j'allais vous le dire quand même gentiment. Vous ne mettez plus d'informations. Ça, c'est pas vous, c'est pas votre responsabilité. Mais je referme la parenthèse. Comment faire pour... Bon, en fait, sa réponse après, c'est vraiment d'amener que ça prend des algorithmes pour détecter les fausses nouvelles, mais là, les algorithmes sont capables d'en produire des meilleurs. Mais Philippe Grosbois, avouez, là, il n'y a pas si longtemps, on parlait d'une crise des médias qui était une crise civilisationnelle à cause du boycott. Puis que c'est une entreprise qui va contre la démocratie. Et là, vous avez Patrice Roy devant la personne qui s'excuse quasiment de mentionner... ça a duré 15 secondes. Mais c'est quand même des gens qui méritent d'être à une table pendant 2 heures pour présenter les choses. Fait que là aussi, il y a quand même quelque chose de problématique. Dans les autres craintes, il y avait aussi la question de la surveillance. Mais là aussi, il y a quelque chose de frappant, c'est que quand il est question de la surveillance dans l'émission, on dit tout de suite, ça, quand c'est dans des dictatures, là, il y a vraiment un problème. Et là, il y a un petit reportage de 2 minutes sur la Chine. Vous en parlez dans votre livre. L'IA contemporaine, ça s'appuie sur l'extraction de données. Shoshana Zuboff, son expression, c'est le capitalisme de surveillance. Donc, la surveillance relève pas seulement de régimes autoritaires ou dictatoriaux, mais ça, c'est absolument pas présent. Puis même, au contraire, Valérie Pisano, donc qui est du MILA, il y a un moment où est-ce qu'elle plaide pendant une bonne minute là, pour l'abolition de l'anonymat sur Internet, parce que comme les gens peuvent mettre n'importe quoi, puis justement, avec la désinfo et tout ça, que ça devrait être comme pour un compte bancaire ou pour un passeport, il faut montrer des pièces d'identité. Je fais juste un petit rappel au passage que le MILA, c'est supposé d'être l'avant-garde de l'éthique, du branding montréalais, là, de l'intelligence artificielle éthique au Québec. Puis là, on a quelqu'un qui nous dit qu'il faudrait abolir, ce qui est quand même
pas une mince affaire. Là, c'est pas bon, ça? Qui est lanceur. Ben, c'est parce que l'anonymat permet toutes sortes de... Bon, que ce soit les lanceurs d'alerte, que ce soit ou le pseudonymat des personnes trans, des personnes qui sont dans toutes sortes de situations précaires, de fragilité, permet une exploration identitaire. Puis en fait, le lien, si on prend par exemple le cas du harcèlement en ligne, on a souvent tendance à penser que c'est parce que les gens sont anonymes qu'ils harcèlent, alors que là aussi, il y a des recherches qui montrent que c'est pas tellement le cas. Ce qui fait qu'on se sent légitime ou qu'on se sent capable d'harceler des gens, c'est beaucoup plus un sentiment de pouvoir ou d'impunité, et que finalement, l'anonymat a beaucoup plus tendance à servir à des populations marginalisées. C'est sûr qu'après, ça peut servir effectivement à faire des faux comptes, faire de la désinformation. En fait, on perdrait beaucoup plus à éliminer l'anonymat que se taper des avatars sur Twitter qui nous disent de se taire. Voilà. Gauchiasse de marde, comme je me fais souvent traiter sur Twitter. Puis la dernière crainte que je veux ramener, puis là, je reviens un peu sur la question de la fascination qui est entretenue dans l'émission, c'est les craintes à propos d'une IA qui serait une IA générale, une IA consciente, une IA menaçante, qui est un peu le spectre là, de la matrice de Terminator. Bon, on se dit, bon... Mais M. Benjo nous répète ça depuis le début. Ben voilà, c'est justement l'extrait que j'ai trouvé. On lui demande si effectivement ça fait partie de ses craintes. Alors voici. Ça, est-ce que vous l'excluez, ces scénarios-là absolus, là, où la machine devient nos maîtres? Je ne l'exclus pas du tout. Jeff Hinton disait, et en fait, beaucoup de gens disent la même chose, qu'à partir du moment où on aurait des systèmes d'intelligence artificielle qui sont généralement beaucoup plus intelligents que nous, comment on ferait pour les contrôler, pour s'assurer qu'ils agissent dans le bon sens? Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est pas seulement que quelqu'un voudrait qu'ils agissent de manière nuisible, c'est aussi qu'on ne sait pas comment les programmer pour qu'elles agissent selon nos intentions. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'espèces qui contrôlent une autre espèce qui serait plus intelligente. Alors, est-ce qu'on va réussir à résoudre ce problème technique et aussi le problème politique pour s'assurer que que tout le monde suive ses règles? C'est pas évident. Donc, on est en train de créer une espèce qui devient plus intelligente que nous. Vous savez, Fred, il y a une maxime dans le crime organisé: Don't get high on your own supply. Ici, là, Yoshua Benjo, il a bu son propre Kool-Aid. Attendez, Philippe Desgrosbois, vous en avez déjà parlé ici. Puis là, j'interpelle les deux Jonathan. Est-ce qu'on n'a pas ici l'exemple de quelqu'un qui, dans le fond, brandit des épouvantails pour légitimer c'est super quelque important, chose qui, sans se poser la bonne question, en fait? Mais je dirais en fait que c'est un vrai débat. Donc, dans la littérature, on est à l'étape de la spéculation philosophique. Est-ce qu'une super intelligence pourrait dominer le monde? Si on développe une intelligence qui développe ses propres intentions, qui se programme elle-même, et jusqu'à maintenant, on pourrait perdre le contrôle d'une certaine façon. Je pense, moi aussi, je serais d'accord à la limite avec Benjo. C'est pas une possibilité à exclure totalement. Non. Mais ce que ça fait actuellement dans l'espace public, c'est que c'est vu comme étant la principale menace. Oui. Puis on parle maintenant de safety AI, donc de sécurité. Et c'est vraiment, en fait, ce qui prend toutes les dessus. Et là, le discours public, le Future of Life Institute, notamment, avec la lettre que Benjo a signée avec Elon Musk et d'autres, pour attirer l'attention sur la réglementation de l'intelligence artificielle, c'est autour de ce problème-là, qui est vu dans un futur très, très éloigné. Oui. Mais c'est comme, pour moi, c'est le fait qu'on fait une diversion sur un problème hypothétique futur. C'est une hypothèse, encore à l'heure actuelle. Puis c'est comme ça le principal problème, c'est que l'IA pourrait détruire l'humanité. Puis on oublie les conséquences depuis les 15, 20, 30 dernières années de nos systèmes qu'on met en place. Et c'est comme ça fait une distraction. Puis c'est comme un peu, je pense, un double discours. D'une part, on fait du hype, donc on fait du battage médiatique en disant c'est des super technologies, ça va nous sauver. On fait un genre d'antithèse en disant mais ça pourrait aussi détruire l'humanité. Donc, donnez-nous de l'argent pour qu'on fasse la recherche sur comment contrôler cette machine-là. Il faut absolument légiférer. Mais nous, on sait comment ça marche. Donc, on va vous dire comment légiférer. C'est ça. Puis que ça soit très, très bien ou très, très mal, que ça soit un discours apocalyptique ou que ça soit un discours d'enthousiasme. Vous avez une nouvelle technologie. Ce sont les mêmes qui portent les deux discours à la fois. Donc, qui se posent en sauveur des problèmes qu'ils sont en train de créer potentiellement. Voilà. C'est exactement ça qu'on a dans l'émission. C'est qu'on peut comme attirer plus d'investissement, plus d'énergie, donc donner plus d'investissement pour l'éthique en IA, ce qui est bien, d'après moi, il faut qu'il y ait plus d'éthique, mais en même temps, c'est pour les problèmes hypothétiques futurs, alors que nos problèmes
environnementaux, démocratiques, politiques, dans la sphère du travail, créés par l'IA. On y réfléchit pas. On en parle à peine ou c'est sur le côté, alors que ça va être au cœur de notre attention. C'est important pour l'industrie de se réglementer. Les acteurs de l'industrie le savent très bien. Et puis, c'est important pour stabiliser les investissements, par exemple, de savoir dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qui va être permis, qu'est-ce qui va être pas permis en termes de développement technologique, pour qu'on puisse avoir la possibilité de faire certains plans de développement, si on veut. Ça évacue les questions des risques actuels. On parle pas, par exemple, des tendances de l'IA d'être raciste ou d'être sexiste. On parle qu'elle va peut-être... Puis c'est intéressant de se demander, mais qui porte ce discours-là? Ce sont pas mal tous des hommes, pas mal tous des gens blancs, pas mal tous des gens très en moyen. Peut-être que pour eux, le seul risque de l'IA qu'ils peuvent leur poser à eux, leur position, leur job. C'est dans le futur une IA qui va éradiquer l'humanité. Perdre le privilège. Voilà, donc... Non, mais c'est ça. Je pense vraiment que c'est une question... Parce qu'il y a une contradiction qui devrait nous intriguer. Pourquoi les leaders d'une industrie mettent autant d'efforts à nous prévenir contre les dangers de leur propre création? Fait que c'est ça, ça entretient la fascination sur l'IA, puis ça entretient même la fascination sur leur propre génie. C'est un peu comme Oppenheimer. Oh mon Dieu, je suis tellement intelligent, j'ai créé un monstre. Puis là, maintenant, je vais mettre tous mes efforts à essayer de prévenir les gens de la puissance de ce que je viens de créer. Ça montre aussi qu'on est soucieux de la société parce que c'est sûr qu'il y a une vague. On peut comparer, par exemple, Zuckerberg, donc Facebook, où on n'était pas du tout dans ce genre de discours-là. Au contraire, un de leurs maximes, c'était « Move fast and break things ». Est-ce que c'est « tassez-vous, on arrive ». Et là, je pense qu'ils sont assez brillants pour voir que c'est plus ça. L'ère du temps, c'est plus là. Donc, il faut quand même arriver en montrant qu'on est soucieux de la société, de l'aspect humain. Justement, le dernier segment de l'émission, c'est sur l'encadrement. Donc, on remarque en passant le récit très bien construit. C'est quoi? C'est un petit peu magique. Ça fait des choses magnifiques. Attention, par exemple, danger. Mais heureusement, le gouvernement est là. Donc, on a François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l'Industrie, qui est là pour répondre. Et il y a vraiment des formules qui reviennent tout le temps. C'est bâtir la confiance. Donc, le but, c'est de bâtir la confiance. Une autre qui dit, c'est on veut passer de la crainte à l'opportunité. Donc, plusieurs fois, il mentionne que c'est fait en collaboration avec le MILA. C'est à tu et à toi avec Joël, Valérie. Ah oui, Joël, on se voit, on se parle, Valérie. Donc, on voit quand même une très, très grande. Et Yousha Benjo est chroniqueur à la radio de Radio-Canada. Ah, ça, je savais pas. À l'émission de Franco Nouveau. Ah, quand même. Pour nous expliquer. Oui. Voilà, de ne pas avoir peur, mais d'avoir peur. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. De quoi on parle pas, finalement, dans cette émission-là? Je pense que c'est aussi des questions qu'il faut se poser. Je trouve qu'il y a beaucoup de charlatanisme dans l'IA. Il y a beaucoup de vendeurs d'élixirs miracles, de gens qui arrivent avec une patente qui est supposée régler quelque chose. Puis là, 2-3 ans plus tard, on se rend compte que ça marche pas vraiment. Juste vous donner comme un petit exemple. Il y a un chercheur, je ne sais pas si vous le connaissez, les deux Jonathan, qui s'appelle Michal Kosinski, qui est un de ceux d'ailleurs qui a travaillé sur les tests psychologiques qui ont nourri Cambridge Analytica, mais il a aussi fait des recherches qui ont été quand même publiées dans Nature. Tu sais, Nature, c'est quand même pas rien, la revue Nature. Mais depuis la pandémie, la science, j'ai un gros bémol. Où est-ce qu'il dit, il prétend qu'avec le machine learning, il est capable, avec des photos du visage de gens, de détecter leur orientation sexuelle ou leurs affiliations politiques. Ça, pour moi, c'est de la phrénologie du 21e siècle. La phrénologie, c'est au 19e siècle quand on essayait de voir la forme du crâne puis détecter que les Blancs sont plus intelligents que les Noirs. Fait qu'une boucle d'oreille à gauche... homosexuel. Je veux dire, c'est du délire. La base des maths. Oui, c'est ça. Puis, il me semble, ça aussi, en termes de travail de critique de l'IA, d'outiller les gens à avoir un regard critique par rapport à l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de junk là-dedans. Cory Doctorow, il y a un terme, il parle d'enshitification, la merdification. C'est pas nécessairement sur les algorithmes comme tels, mais comment l'arrivée des technologies dans un secteur finit souvent par appauvrir. Cochonner le secteur. Oui, appauvrir un peu notre rapport
au monde, quelque part. Mais je pense que pour ça se sent un peu avec les médias sociaux. Il y a une forme de, pas de cynisme ou d'écœurantite. Moi, en fait, puis c'est peut-être avec l'âge, mais les gens se rendent compte que ce que, par exemple, Twitter était avant, devenir X, Facebook notamment, la perte de qualité, de plus en plus, on voit moins le contenu de ce qu'on a envie de voir. On a beaucoup plus de publicité. Là, en plus, avec l'effet que, au fil de l'actualité, nos nouvelles, on est obligé de bricoler des print screens, des premiers écrans, puis faire des commentaires pour avoir la visibilité. Ça devient comme une forme de... Ça devient obstrué comme un peu un rhume ou un mucus. On dirait que les médias sociaux sont enrhumés dans leur modèle d'affaires parce qu'ils sont pris dans des contradictions qui doivent générer davantage de revenus. Mais là, ils sont en concurrence, ils ne savent plus comment, puis ils se mettent des fois à se mettre elles-mêmes des bâtons dans les roues, puis il y a une forme d'appauvrissement qui se manifeste, en fait. Fait que bref, on salue la volonté de pédagogie de Radio-Canada, mais peut-être la prochaine fois de ne pas donner les clés du studio à l'industrie, ça va donner des meilleurs résultats. Pour vrai, je pense que Joshua Benjo a un double de clés à Radio-Canada, où il ouvre les serrures par la force de sa pensée. Jonathan, merci, Jonathan Durand-Folco, Jonathan Martineau, merci d'être venu. Donc, on lit Le Capital algorithmique, disponible dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Merci beaucoup. Alors voilà ce qui conclut ce 23e épisode de la balado. Courez acheter Le Capital algorithmique. Je vous avertis, c'est dense, mais vous allez apprendre plein de choses. Puis il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées qui sont dans le livre. Vraiment, c'est un outil de référence qui va nous suivre parce je pense qu'on est malheureusement, on en est qu'au balbutiement de ce monde algorithmique. Avant de terminer en chanson, je vous annonce que je serai en spectacle. J'ai parlé un peu avec Coralie. Là, on est en train de monter des choses, mais Coralie Laperrière anime des soirées d'humour à Tétroville, à l'Espace Tétro, qui est une coop, qui me fait beaucoup penser à l'Aparté à l'époque, pour ceux qui ont connu les débuts des apartistes. Et moi, j'ai envie tranquillement pas vite de me remettre à la scène en solo. Alors, je présenterai donc le 21 mars, cette semaine, jeudi, un numéro dans le cadre des soirées d'humour que Coralie anime à l'Espace Tétro. Je vais mettre les liens pour acheter des billets. Je pense que c'est 10$. C'est vraiment pas cher. Puis c'est une cool place dans un quartier où on va pas souvent, Tétroville. Et c'est vraiment dynamique, cet espace. Fait que je vais aller faire je vais aller briser, essayer un numéro d'humour politique, bien sûr. Et je mettrai le lien aussi dans l'infolettre. Il n'y en a pas eu la semaine passée parce que des fois, il n'y a pas de lien ou il n'y a pas de complément à mettre. Mais là, ce lundi, il y en aura une. Je vous rappelle que les soirées dansantes, parce que là, vous êtes plusieurs à m'écrire de la communauté de la balado, vous voulez venir danser, le 20 avril et le 11 mai, c'est plein. Ne m'écrivez plus. C'est plus que plein, là. Limite, les pompiers vont s'en mêler tellement que c'est plein. Les billets ont tous été vendus. Je rappelle que les billets sont vendus à tout le monde, pas seulement à la communauté de la balado, mais le 21 juin, il reste des billets pour celle-là. C'est sur ma page publique, Fred Savard. On va terminer en musique avec un groupe que j'aime beaucoup. Puis là, j'ai un petit blanc. Je me demande si j'ai pas déjà mis cette chanson-là, mais je penserais pas. C'est le groupe Kraftwerk aussi. Il y en a qui préfèrent le prononcer comme ça. Tiré de l'album Computer World, ça me faisait penser à ça pendant que je faisais le montage en fait de l'entrevue. Cette espèce de futurisme des années 80 qui était tellement un peu naïf et Kraftwerk a beaucoup mis ça de l'avant dans leur esthétique et musicale et visuelle, une espèce de rétro-futurisme, et j'avais envie de me replonger dans cet album-là pour un peu peut-être témoigner du décalage entre ce qu'on pensait du futur avec les ordinateurs, entre autres, au début des années 80 et où on en est aujourd'hui suite à l'entrevue qu'on vient d'entendre. Alors, je vous propose la pièce d'ouverture d'un album de Kraftwerk sorti en 1981. C'est la pièce titre de l'album Computer World. Bonne semaine tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un segment Salut les critiques. Soyez là. C'est déjà enregistré et on parle de Dune, entre autres. On brise un consensus. On va briser un consensus autour de ce film. Tout ça la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde.
Bank, FBI and Scotland Yard, Interpol and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard. Business, numbers, money, people. Business, numbers, money, people. Computer Interpol and Deutsche Bank,